Christine Plivard, qui devrait nous parler maintenant d'un vaste sujet qu'on a évoqué tout au long de ces journées, celui de la formation, mais d'une formation adaptée aux spécificités de la personne polyhandicapée, pas d'une formation scolaire, pas d'une formation toujours forcément diplômante, pas d'une formation faite pour apporter de l'argent, tout simplement d'une formation pour permettre d'aller à la rencontre de ces personnes, et ces formations, elles s'adaptent toujours à l'ensemble des professionnels. Je n'en dirai pas plus, ça fait un certain nombre d'années. Ça fait quelques années. Quelques années, quelques décennies, non? Chut. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le GPF de m'avoir convié pour parler de formation. Effectivement, aujourd'hui, on en a entendu beaucoup parler et demain, on en entendra encore parler, je pense. Donc, je voulais, avec vous, traverser les frontières entre les disciplines pour renforcer l'alliance avec la personne polyhandicapée et sa famille dans un environnement en pleine mutation. Alors, la formation pour traverser les frontières, en fait, c'est les frontières entre les disciplines. En fait, c'est la définition de la transdisciplinarité. Évidemment, je vais toujours chercher mes définitions dans le Petit Robert et surtout dans les définitions d'Alain Ray. Et en fait, il trouve que c'est mieux que l'interdisciplinarité parce que c'est plus dynamique. Je suis assez d'accord. Alors, je vais commencer par vous parler de formation initiale. Et puis ensuite, forcément, pour compléter ça, de formation continue. La formation initiale, elle permet à des futurs professionnels d'acquérir des connaissances et des compétences qui soient propres à leur futur exercice. Elle les rend forts d'une identité professionnelle et de la maîtrise des spécificités de leur intervention et de leur métier. En fait, elle joue un rôle fédérateur. En fait, elle permet de développer des capacités d'adaptation, d'analyse et d'intervention auprès de publics différents. En gros, la formation initiale, elle prépare à un métier, et puis après, il faut devenir un spécialiste, on va dire. Alors, je pense qu'on a une réelle nécessité à aller vers les universités, vers les écoles, vers les instituts de formation paramédicale ou en travail social pour transmettre l'intérêt que l'on peut avoir pour cette clinique singulière qui est celle du polyhandicap. Et pour ce faire, la DGCS a missionné le groupe Polyhandicap France et quelques partenaires pour travailler sur un support de cours pour les formateurs qui pourront s'en saisir pour sensibiliser les étudiants aux compétences à développer pour intervenir auprès des enfants et des adultes polyhandicapés. Alors, cet outil, il est destiné aux formateurs des formations initiales, mais aussi à tout le monde. Et je vous conseille d'aller y jeter un œil. Il y a vraiment des choses très intéressantes et puis qui sont assez fondatrices, en gros, de l'intervention auprès de personnes polyhandicapées. Alors, je voudrais aborder avec vous cette équipe pluridisciplinaire ou transdisciplinaire peut-être et la formation continue. En gros, l'accompagnement de la personne polyhandicapée, elle invite à une pratique de décloisonnement. Et cette pratique de décloisonnement, on va la déployer avec la formation continue. Elle est essentielle pour compléter les connaissances et soutenir les compétences. Et elle n'est pas du tout en concurrence, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, avec la formation initiale. Elle vient éclairer les bases du métier. En gros, l'idée, c'est de s'ouvrir, et on l'a entendu beaucoup aujourd'hui, s'ouvrir à l'apport des autres disciplines pour nourrir sa propre pratique et faire alliance avec les familles, et pour proposer un accompagnement en complémentarité, en synergie, au bénéfice de la personne polyhandicapée. En gros, il faut entrer dans une réelle culture de spécialité. Donc pour ce faire, il y a la formation terrain. On en a aussi entendu parler tout à l'heure de façon très, très intéressante, j'ai trouvé,
alors par des pairs au sein de l'équipe, par le parrainage ou le tutorat, et on voit que le parrainage se déploie beaucoup dans les associations, avec même une gratification, enfin un apport financier au salaire, ce qui me paraît extrêmement intéressant pour déployer, parce que ça donne une responsabilité en fait de parrainer un nouvel arrivant. Et puis par ce que j'appelle la culture d'entreprise, en tout cas la culture associative de l'établissement, de la structure, de la plateforme, enfin une culture qui fait qu'ensemble on pense l'accompagnement de la personne polyhandicapée, chacun depuis son métier et en transdisciplinarité. Alors la formation continue, elle renforce les connaissances et les compétences métiers, du coup en synergie les uns avec les autres, et ça je vais réinsister dessus parce que je trouve que c'est extrêmement important et c'est ce que met en place la formation continue en fait quand on intervient au sein d'un établissement ou même quand on propose des formations alors pour nous c'est parisienne, mais en tout cas sur un sujet et que des professionnels viennent d'horizons différents pour travailler, on voit que ça crée de la synergie. L'idée, c'est de faire culture commune avec une volonté de partager les acquis de la formation avec l'équipe, avec la direction, avec l'encadrement, en vue d'un travail commun. Et en fait, dans les bilans de formation, tous les bilans qui reviennent, je parle du bilan de fin de formation des participants, on voit que presque, je dirais, une fois sur deux, les professionnels qui ont participé à la formation disent à quel point ça va être important de ramener à leur équipe et de partager en équipe et de partager aussi avec leur direction. On lit même que c'est dommage qu'un tel et un tel n'aient pas pu participer parce qu'on aurait pu faire synergie. Et donc l'idée, c'est bien de... après la formation, peut-être penser l'après-formation, c'est-à-dire je suis allée en formation, j'ai appris ça, je suis montée en compétence sur ça, et je vais essayer de vous expliquer, de vous en parler, pour qu'on puisse creuser ça ensemble. Alors, super. Alors, je voulais vous parler aussi de l'alliance parents-professionnels. Bien sûr, on en a parlé beaucoup aujourd'hui. Donc, un accompagnement continu de la personne polyhandicapée, c'est un recours à des techniques spécialisées pour un suivi médical, pour des soins techniques, pour l'apprentissage de moyens de relation et de communication, de développement des capacités d'éveil sensorimoteur, j'en avais des idées, hein, de la prise en compte des capacités d'apprentissage, enfin il y a beaucoup de choses. Et l'intensité, la diversité, la technicité des accompagnements nécessitent un véritable effort de formation pour tous les professionnels et une attention particulière aux compétences des proches aidants qui connaissent les situations les plus complexes. Et dans son argumentaire, dans leur argumentaire, les recommandations de bonne pratique de l'HAS précisent que l'importance des compétences et des capacités des individus soutenant les personnes polyhandicapées ont été mises en avant par plusieurs auteurs, ce n'est pas une seule parole. La formation des intervenants s'avère un moyen à privilégier dans les services afin de soutenir le plein potentiel des usagers. Et là, j'en viens à la place des parents dans la formation. Les exigences et la complexité de l'accompagnement des enfants et des adultes polyhandicapés impliquent de la part de leurs proches aidants la mobilisation d'une véritable expertise d'usage. Alors, on a entendu l'expertise d'usage beaucoup de fois aujourd'hui, qui doit être mise à contribution. Et donc l'intervention en formation des proches des personnes polyhandicapées renforce les compétences des professionnels. Et je reprends encore les recommandations de bonne pratique, mais les compétences des familles et des professionnels sont différentes, mais complémentaires, et aucune n'arrive avant l'autre. Si c'est nécessaire de le rappeler, en tout cas, les recommandations de bonne pratique nous le rappellent dans leur argumentaire. Je voulais, dans cette alliance aidant et professionnel, vous reparler du projet Aide for Poly.
Alors, c'est un projet soutenu par la CNSA et que nous déployons en partenariat avec la Croix-Rouge française. C'est un projet qui date de 2019 et qui a vraiment subi un peu des difficultés, on va dire, avec la crise sanitaire, et puis après, avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, des difficultés des établissements, la mise en œuvre de ce projet de formation et de soutien des aidants a été un peu mise à mal. En tout cas, aujourd'hui, il reprend avec des formations en présentiel et à distance pour les aidants, mais avec en plus la volonté d'une plateforme pédagogique et des modules au sein de cette plateforme pour accompagner les aidants dans leur accompagnement de leurs enfants ou adultes polyhandicapés. Voilà, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur... enfin, là, je ne vais pas le faire, mais... voilà, vous aurez plus de détails et surtout, le projet reprend avec énergie. J'en suis ravie parce qu'il a vraiment tout son sens. Alors, la formation, on a mis dans la phrase de présentation, on avait cet environnement en mutation. Alors, je ne vais pas revenir trop dessus, mais je voudrais vous parler spécifiquement de la formation des professionnels qui prennent soin au quotidien des personnes polyhandicapées. Et Philippe Chavaroche nous a parlé beaucoup ce matin des AMP. Aujourd'hui, sont des AES. Et à ces formations, on a une véritable inquiétude à propos de la formation de ces professionnels du quotidien. En fait, on se dit qu'il ne faut pas voir l'accompagnement sous le seul versant du curatif. Et cette inquiétude, elle vient du paradoxe entre le fait qu'il y a un besoin énorme d'accompagnant de vie quotidienne dans les structures, les établissements, au domicile. Enfin, c'est vraiment... on l'a rappelé aujourd'hui, c'est vraiment le professionnel d'accompagnement de vie quotidienne qui est là pour tous les moments de la vie de la personne polyhandicapée. Et en fait, il y a un paradoxe avec le manque de candidats en formation. Vraiment, il y a très peu de candidats. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir des financements de contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation avec des choses très avantageuses. Il n'empêche qu'il y a très peu de candidats. Alors, Philippe Chavaroche nous a donné quelques pistes. Moi, j'ai aussi une autre piste, c'est que le DEAS, le diplôme d'état d'aide-soignant, est passé tout récemment au niveau 4 et que le DEAES, accompagnant éducatifs et sociaux, est un diplôme de niveau 3. Et en fait, on a vu quand même avec la crise sanitaire une volonté de valoriser vraiment le soin médical au détriment peut-être de l'accompagnement de vie quotidienne. Et ce qu'on entend beaucoup à la Driettes ou qu'on entend à la région, par exemple, hein, puisque là on est en train de travailler sur le schéma régional, et je pense que toutes les régions sont sur ce travail-là, on entend que être AES, ça peut être une étape vers être aide-soignant, puis après être infirmier, par exemple. Et donc, je pense qu'on a une vigilance très très importante à avoir sur la formation de ces professionnels, parce que je pense sans ces professionnels, les établissements et le domicile, les équipes pluridisciplinaires peuvent difficilement fonctionner. Voilà, je voulais vous parler de formation aussi au service du management. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. On a vu donc ces derniers temps, et pas seulement ces derniers temps, une évolution du recrutement des directions, des managers et des cadres. Alors peut-être dans un secteur médico-social qui est plus politique, c'est pas sûr, mais bon, ça peut-être. Et surtout avec une gestion administrative et financière des établissements qui est très exigeante. Et donc ces professionnels, ils ont des compétences spécifiques et des diplômes spécialisés, mais d'autres branches professionnelles. Et par ailleurs, une moindre connaissance du polyhandicap. En fait, je ne sais pas si on recrute
un responsable qualité, par exemple, il va falloir, pour s'occuper de la qualité de nos établissements ou de nos structures, il va lui falloir connaître le polyhandicap pour faire quelque chose de sensé. Je pense que pour tous les professionnels, il y a un besoin de formation à la spécificité du polyhandicap, pour une attention particulière lors des recrutements, même si on sait que les recrutements sont difficiles et que peut-être n'empêche qu'il faut quand même une attention particulière parce qu'il y a vraiment des professionnels qui tournent le dos rapidement à l'accompagnement de ces personnes, justement par cette clinique très très spécifique et qui ne se sentent pas en capacité. Donc je pense qu'au moment du recrutement, c'est intéressant de connaître bien le polyhandicap pour recruter des personnes qui sont en capacité d'accompagner ces personnes polyhandicapées, pour faire des choix d'évolution stratégique de l'établissement ou du service, pour le lien avec les familles, hein, bien sûr, et puis pour la compréhension fine d'une clinique singulière qui impacte l'accompagnement et les soins proposés par les professionnels. Et une équipe de professionnels qui est entendue par un encadrement qui comprend ces problématiques, ça change tout. Donc, petit c, la formation est un levier d'attractivité. C'est, à mon sens, un facteur de fidélisation. On l'a aussi entendu. Donc, en fait, je rabâche tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Hein. D'engagement professionnel et de qualité d'accompagnement. C'est un facteur d'attractivité parce que quand on sait qu'on entre dans une association et qu'on va être formé à la spécificité de l'accompagnement de la personne polyhandicapée, pour ce qui nous concerne, c'est assez essentiel. Et moi, je l'ai beaucoup entendu des cadres du CESAP, des nouveaux cadres qui insistent beaucoup sur le fait qu'ils savent qu'ils vont être formés et qu'ils vont être en connaissance meilleure de la spécificité du polyhandicap. Et ça, c'est pour eux un facteur d'attractivité. Je pense que pour les professionnels, je ne les ai pas interrogés, mais je pense que c'est tout aussi important. Et juste un petit entrefilet que le travail social est actuellement en réflexion et le Conseil économique, social et environnemental s'est saisi de cette question et émettra cet été des préconisations visant à prévenir l'usure professionnelle et à renforcer l'attractivité du secteur. Bon, on sent qu'il y a un mouvement qui est important. Après, on verra comment ça va se décliner. En tout cas, la formation constitue un puissant levier pour alimenter les réponses aux questions qui traversent notre secteur. Donc, elle vient renforcer les compétences, conforter, rassurer les professionnels et les rend plus agiles. Alors, on voit beaucoup plus d'intérêt pour les actions de formation en situation de travail, ce qu'on appelle les AFEST. Et on a beaucoup de demandes de supervision aussi pour accompagner les équipes et pour appréhender la pertinence des pratiques et des techniques. En fait, l'idée, c'est de favoriser la stabilité dans l'emploi pour les établissements qui mettent en place une politique de formation. Et du coup, ça renforce la démarche qualité et prépare l'évaluation de la qualité. On a vu les écrits de la HAS et donc on sent qu'il y a un réel mouvement dans les structures vers les formations qui vont renforcer la qualité, la démarche qualité et la qualité de l'accompagnement des personnes. Donc, la formation et les nouveaux dispositifs, donc le mouvement inclusif induit un accompagnement individualisé. La formation des professionnels doit contribuer à éviter le morcellement des accompagnements. Les nouveaux dispositifs d'accompagnement trouvent leur pertinence avec des professionnels très formés, en alliance avec les familles et pour veiller à la cohérence des parcours. Et le risque de morcellement est réduit par une formation qui vise à garder l'attention et le sens pour la qualité de la vie de la personne polyhandicapée, son développement et ses apprentissages. Et juste pour exemple, mais je ne vais pas développer, si on pense aux unités d'enseignement
des unités d'enseignement externalisées ou même au sein des établissements. Je pense que c'est intéressant qu'au préalable, ou en tout cas à un moment donné de la mise en place de ces unités, il y ait un temps de formation justement pour se poser la question de quelle école on veut, en tout cas on peut imaginer pour les enfants polyhandicapés, pour quels apprentissages, dans quel environnement. Et je pense qu'un travail avec les enseignants spécialisés et en transdisciplinarité, et ça permet justement d'établir un réel projet. Et je pense que la formation peut tout à fait soutenir ces projets. Il n'y a pas que la formation, hein, mais moi aujourd'hui je suis là pour vous parler de formation, alors j'assiste. Voilà, la démarche qualité, en fait, je voulais juste faire un petit détour parce que la démarche qualité, c'est une obligation pour les organismes de formation. Alors, quand on a vu arriver Calliope, on a pas mal grognoté, hein, on s'est dit Datadoc, et puis maintenant Calliope, puis ça commence à bien faire, puis maintenant il faut faire la preuve que les personnes qui entrent en formation, quand elles sortent, elles ont vraiment monté en compétences, on va dire. Et finalement, c'est quand même pas inintéressant de se poser la question de comment la formation permet l'acquisition de compétences de professionnels en fonction de chacun son métier, en fait. Hein. Et donc, cette démarche qualité, elle arrive, et je l'ai dit tout à l'heure aussi, enfin, elle existe déjà, hein, mais elle va être renforcée, ou elle est déjà renforcée, parce qu'il y a déjà beaucoup de structures et d'équipes pluridisciplinaires qui travaillent sur cette démarche qualité et qui se font accompagner en formation. En tout cas, la formation, elle n'est pas là pour cocher des cases, hein, parce que c'est un peu décliné dans les référentiels, mais elle est bien là pour porter un regard critique, constructif sur nos pratiques en visant la qualité de la vie de la personne polyhandicapée. Alors, je vais conclure sur quelles pistes pour l'avenir. Et en fait, CESAP Formation dépose, ces jours, une certification polyhandicap au répertoire spécifique des certifications professionnelles de France Compétences. Parce que, et en travaillant notre dossier, on a bien entendu très fortement que de longue date, il y avait une nécessité d'un dispositif sur le polyhandicap pour permettre à des professionnels déjà diplômés d'avoir une spécialisation, qu'une certification inscrit le polyhandicap dans une approche globale, avec une réponse pensée pour chacun en fonction des besoins spécifiques, qu'en gros, elle structure la formation des professionnels, que c'est un facteur d'employabilité et aussi un outil ou un atout supplémentaire d'attractivité des métiers, c'est-à-dire que je pense qu'une association qui proposerait une certification d'emblée qui est inscrite au répertoire spécifique des certifications professionnelles, c'est pour le salarié ou le professionnel un plus de son employabilité, en tout cas dans le champ du polyhandicap. Voilà, elle reconnaît les compétences nécessaires pour accompagner les personnes polyhandicapées. Voilà, j'ai voulu faire un peu vite. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce panorama très complet. Je suppose qu'il va y avoir quelques questions aussi, parce que vous avez été très rapides l'un comme l'autre. C'était une chevauchée fantastique. Y a-t-il des questions? Très certainement. Non. Est-ce que tu peux préciser le dernier sujet? Le mot certification, il sert à tout en ce moment, donc excuse-moi, mais il nous donne des boutons des fois.
ben, l'idée, c'est de déployer une certification, c'est-à-dire que si elle est estampillée par France Compétences, elle devient inscrite et qu'elle est inscrite au répertoire spécifique des certifications professionnelles, elle devient un parchemin, on va dire, de la qualité de l'accompagnement des personnes. Alors, l'idée qu'on a derrière ça, c'est de proposer une formation pas trop longue, hein, mais qui fasse le tour en une dizaine de jours de l'ensemble des choses importantes à connaître à propos du polyhandicap. Et surtout, ce qui est très important dans ce dépôt que nous faisons, c'est qu'elle soit en transdisciplinarité. C'est-à-dire que l'idée d'une formation puis d'une certification, c'est que les personnes qui passeront par ce dispositif se forment ensemble, à l'instar de l'équipe pluridisciplinaire, en fait. Voilà, l'idée, c'est de se former ensemble et de valider des compétences ensemble, après pour être plus au fait et plus pertinent et plus compétent dans l'accompagnement des personnes polyhandicapées. Il y a une question, deux questions. Alors, je ne sais pas qui porte le micro. Notre présidente fait ça très bien. J'aurais voulu que vous précisiez un petit peu les liens. Vous avez parlé de l'Alliance parents professionnels. Très bien, je ne peux qu'être d'accord. Et est-ce que vous allez jusqu'à faire intervenir les parents dans les formations? Est-ce que les parents ont les mêmes formations que les professionnels? Est-ce qu'il y a des formations partagées, etc. Je voudrais savoir comment vous vivez ça au niveau concret, pratique de la formation. Eh ben oui, on fait intervenir des parents dans des formations. En fonction des sujets, la formation peut être partagée entre professionnels et aidants et parents. Et on voit beaucoup dans certaines institutions la volonté de traiter des sujets de façon mixte. Et ça, on l'encourage tout à fait. Évidemment, quand on prévoit ça, on en informe le formateur de façon à ce qu'il pense son dispositif de formation mixte, hein, bien sûr, puisque après, ça ne veut pas dire qu'il y ait des énormes différences, mais c'est simplement qu'il y a une synergie qu'il faut créer. En gros, je pense qu'on ne le fait pas assez, on ne le fait pas du tout assez, et il faut continuer de le proposer. En plus, on a maintenant beaucoup de façons de le faire. On peut faire des témoignages, on peut proposer une formation en visio à un groupe avec un parent et un professionnel. On peut, voilà. L'idée, c'est de faire intervenir des parents et des professionnels qui sont toujours, pour ces formations, des professionnels de terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas de formateurs professionnels, on a vraiment des gens de terrain. Et en ce moment, on recrute beaucoup de professionnels sur tous les sujets, parce qu'il y a une vraie recrudescence des demandes de formation. Après la crise sanitaire, je pense, il y a un vrai besoin de travailler ensemble. Et bon, je m'en réjouis. J'ai répondu à votre question ? Oui, je ne sais pas si mes questions vont être très pertinentes, voire elles vont peut-être être impertinentes. J'ai beaucoup entendu parler de la crise des moyens. Où sont les autorités de tutelle et de tarification? Est-ce qu'elles ont été invitées? Comment ce qu'on est en train de dire va leur être restitué, retourné? Qu'est-ce qu'on peut espérer de notre nouveau ministre, si c'est celui-ci qui perdure au-delà des élections législatives? De l'argent, il y en a quand même. Quand on connaît, on sait que Madame Bourguignon souhaite récupérer quand même
l'argent du scandale Orpea. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment tout cela peut... Voilà, tout ce qui est dit aujourd'hui, comment on peut aller plus loin pour porter, faire entendre la voix des professionnels qui souffrent, des familles qui souffrent et des résidents qui souffrent. Juste à propos de l'argent de la formation, ce qu'on peut dire quand même des fonds de la formation professionnelle continue, c'est que il y a beaucoup d'associations qui ne dépensent pas tous les fonds de formation, et on le voit, moi je l'entends beaucoup, hein, c'est un pourcentage de la masse salariale, il y a des fonds importants, il y a des façons de les mobiliser. Maintenant, je pense que à mon niveau, chacun est un artisan de la suite avec sa spécificité. Et moi, je suis responsable de formation, je dirige un organisme de formation et je pense que c'est une pierre importante dans les dispositifs. Je pense qu'à travers la formation, on peut dire haut et fort des choses qu'on entend, parce que quand on est formateur, on entend énormément de choses sur la souffrance justement des établissements, que donc j'essaye de relayer et que mon équipe essaye de relayer au mieux. Mais après, je vais laisser la parole à Marie-Christine sur plutôt comment on touche les politiques. Juste un petit complément. La problématique de la formation dans les établissements actuellement, et le fait que les budgets ne soient pas complètement utilisés, elle vient du fait aussi qu'il faut le personnel adéquat pour pouvoir se former. Parce que quand on est en formation, on ne peut pas s'occuper des personnes. Et actuellement, on est dans une telle tension. Et par ailleurs, on a besoin des formateurs de terrain. Donc, c'est un vrai cercle vicieux infernal dans lequel nous sommes installés, et dont il faudrait absolument que l'on sorte. Ce d'autant, et je rajoute juste un petit point, qu'il y a un point important dont on ne parle jamais suffisamment et qui serait intéressant à souligner pour valoriser le travail d'accompagnement de l'ensemble des professionnels, qu'ils soient du domaine du soin quotidien ou du domaine éducatif, c'est celui de la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire toute la partie invisible qui ne se voit absolument pas de tous ces soins, qui ne va se voir que dans un certain temps, et qui ne va se voir que si on ne le fait pas. Si on le fait, on voit rien, tout va bien, la situation ne se détériore pas. Si on ne fait pas tous ces soins, si on n'anticipe pas les troubles de déglutition par exemple, mais on pourrait parler de 2500 choses, les troubles du comportement, à ce moment-là, on va les voir apparaître dans l'avenir. Donc on est là sur une phase un petit peu critique. Mais c'est un petit point, c'est un point fondamental, mais qu'il faudrait rappeler à tous nos professionnels pour mettre en avant la qualité de leur travail. Parce que sinon, on est dans un soin répétitif qui peut être dévalorisant. Mais j'arrête là. Marie-Christine. Alors, ma chère Martine, pour répondre à ta question qui était tout à fait pertinente, pas du tout impertinente, mais beaucoup trop impatiente, je suis au regret de te dire, et de vous dire à tous, qu'il va vous falloir attendre encore 24 longues heures pour que le groupe Polyhandicap France imagine s'il va quelque peu dévoiler ses batteries et dire ce qui était prévu. Pour répondre à ta question sur qui a été invité, un nombre impressionnant de gens a été, en tout cas moi ça m'impressionne, a été invité, et tous ces braves gens, justement à cause des législatives probablement que tu as évoquées, courent la France, y compris M. Pifto qui est dans le Grand Est, même s'il ne se présente nulle part, y compris la DGCS, tout le monde. Ils sont tous, enfin c'est ce qu'ils disent, parce que peut-être qu'après tout ils ne sont pas rentrés de week-end. Mais ça je ne veux pas le savoir. Et donc en réalité on va vous parler demain plutôt du plaidoyer général. Après, comment il se décline, c'est peut-être un peu long et un peu fastidieux, mais encore une fois, je vais reprendre la réponse que j'ai faite. Je ne sais pas ce que vous avez, les parents, aujourd'hui, mais je vous retrouve vraiment semblable à moi, insupportable.
mais vous posez des questions auxquelles on peut simplement répondre, toujours par la même raison. Je rejoins ce que disait Sébastien Le Goff tout à l'heure. Jouons collectif. Et donc, il y avait une autre question. Le temps que j'arrive. Merci. Merci d'abord pour toutes ces... Oui, pour toutes ces... Voilà, pour toutes ces interventions riches et très intéressantes. Ma question est sur edforpoly.org. J'ai vu qu'il y avait des visios de 3 heures à peu près sur des formations. Est-ce qu'elles sont accessibles à tous? Des visios sur Aide4Poly. Oui, c'est ça, aidant formation polyhandicap. À ma connaissance, il n'y a pas de visio pour le moment. Vous êtes allé sur le site d'Aide4Poly? Oui, Aide4Poly. Oui, des webinaires. Y aurait-il une étape que je n'ai pas encore vue? Je ne sais pas. Et alors là, j'en serais ravie. Oui, c'est ça. Apparemment, il y a plusieurs thématiques. Oui, alors et c'est accessible. Il y a ce qu'on appelle. Je ne sais pas si c'est accessible à tous. Il y a ce qu'on appelle un teaser qui présente le dispositif. C'est 3 heures à chaque fois. Ah oui, les formations. Voilà, c'est ça. Les formations sont de 3 heures ou 3 heures et demie. Certaines sont en 2 sessions. Le travail sur les frères et sœurs, c'est en plusieurs sessions la place des de familles, 2 heures. Voilà. Et donc l'idée, c'est de redéployer ces dispositifs. Alors moi, j'aimerais bien qu'on n'oublie pas d'en faire en présentiel, parce que je pense que proposer quelque chose à des aidants de personnes polyhandicapées, c'est quand même se voir un petit peu et s'en parler et pouvoir avoir des débats. Je pense qu'on ne peut pas tout faire en ligne. Maintenant, pour les personnes qui sont très éloignées, c'est vrai que si on est loin en Lozère, c'est peut-être plus facile de le suivre en visio. Et on voit, parce que je pense que la crise sanitaire nous a permis en tout cas d'expérimenter ça, on voit qu'il y a quand même un vrai potentiel de formation à distance. Je pensais aussi du coup à des groupes de professionnels. Pardon ? Je pensais aussi du coup à des groupes de professionnels. Alors, dans ce dispositif-là, c'est des groupes où, sur certains modules, où c'est pédagogiquement intéressant, il y a certains modules qui sont traités en alliance entre les professionnels et les parents. Ok, merci. On va juste ajouter un truc, c'est que Aide4Poly était quand même directement issu de la mesure 12 du volet polyhandicap qui était au départ l'aide pour les aidants. Et ça, c'était vraiment... c'est quand même une dimension qu'il est important de garder à l'esprit. Une autre question? Attention, je traverse peut-être la salle pour la dernière fois de la journée. Non, personne? Moi, j'en aurais juste une pour Monsieur Le Goff, mais non, il est occupé. Je voulais, mais peut-être que j'ai pas bien entendu. Je voulais juste poser une question sur la place actuellement des synthèses ou des projets personnalisés, parce que j'ai eu des échos de plusieurs structures me disant on n'a plus de vrais projets personnalisés en ce moment, ou alors des petits bouts de projets parce qu'il n'y a pas assez de professionnels, ou parce qu'on n'a pas le temps de le mettre en place. Alors, de dire qu'il n'y en a plus, c'est faux. C'est faux parce qu'il y a encore quand même des professionnels.
Mais j'espère qu'il y en a encore. Voilà. Non, mais il y a encore des professionnels, et quand je parlais tout à l'heure de savoir expérientiel, qui sont là et qui tiennent un peu justement toute cette question du projet individuel. Et au-delà du projet individuel, c'est de la perspective. C'est-à-dire que, mine de rien, il y a quand même dans les établissements médico-sociaux, tout n'est pas forcément que plombé, mais cette possibilité de pouvoir travailler en perspective. Ce qui est différent et ce qui change, sûrement, c'est il y en a beaucoup moins. On y passe moins de temps. Et la dernière chose, peut-être, c'est le turnover qu'il y a autour des projets. Donc, Madame Cabanis, psychologue aux Molières, à la masse des Molières. Donc la difficulté à faire des projets personnalisés réguliers est palliée par la mise en place chez nous d'activités cliniques qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire qu'on va inviter tous les professionnels réguliers à réfléchir sur, au-delà, j'ai envie de dire, des soins quotidiens pour la sécurité et le bien-être des résidents, mais aller un peu au-delà, j'ai envie de dire, du regard qu'on peut porter sur les personnes polyhandicapées. Voilà. Donc semaine, il y aura un groupe, une réunion institutionnelle et une fois un groupe clinique. J'ai essayé de porter un regard différent, un petit peu à l'image de ce qui s'est dit aujourd'hui. Voilà. On va essayer. Une dernière question, même une avant-dernière. Tout là-bas. Tout là-bas. Bonjour, Élodie Léra, directrice de l'offre enfance pour l'ADAPI de la Corrèze. On a une section d'enfants polyhandicapés. La difficulté que l'on a, nous, actuellement, c'est de trouver des partenaires nous permettant de faire de la supervision pour nos professionnels qui interviennent donc auprès d'enfants polyhandicapés. Donc, est-ce que le groupe Polyhandicap France peut nous donner des interlocuteurs nous permettant d'avoir une nouvelle corde à notre arc en termes de réflexion autour de la prise en charge de l'accompagnement des enfants polyhandicapés? C'est bizarre, le micro ne marche plus. Non, je n'ai pas. Le groupe Polyhandicap France peut faire certainement beaucoup de choses. Après, là, sur cette question précise, laissez-moi un petit temps de réflexion pour savoir qui. Mais on va faire un maximum parce que c'est une action groupée. J'interroge Michel Belot à l'autre bout, à qui je vais donner un micro parce que je pense que ça va être beaucoup plus efficace. Michel Belot étant depuis fort longtemps administrateur du GPF et responsable de la coordination dans les territoires. Oui, c'est une question qui se pose actuellement et vous n'êtes pas la seule personne qui la pose. Alors, le groupe Polyhandicap France n'a pas d'experts, en tous les cas de façon formelle. Et donc, il n'y a pas de structure derrière tout ça. Mais ce qui est tout à fait possible, c'est de rejoindre les réseaux régionaux. Il y en a pratiquement dans toutes les régions. Et donc, à partir de là, vous aurez affaire à des personnes du groupe Polyhandicap France qui pourront vous indiquer s'ils sont disponibles pour intervenir, s'ils sont psychologues par exemple, pour faire de l'analyse pratique ou une expertise, ou peut-être ils arriveront aussi à vous guider en fonction de ce qui se fait dans la région. C'est évident que ça ne peut être que sur le plan local et le plan régional que ça peut se régler. Donc je vous suggère de vous rapprocher des personnes qui sont correspondants régionaux de votre région et de façon générale, on essaye de développer les correspondants régionaux. Actuellement, ce qu'on essaye de faire, c'est de valoriser le film des ados pas comme il faut. Et on fait des journées, ou des soirées plutôt, de projection du film avec un débat, avec des professionnels, mais aussi des familles. Puis on insiste aussi sur le fait que
les familles des professionnels, les conjoints ou même les enfants, s'ils ont des grands-enfants, pourraient aussi voir ce film-là parce qu'il montre, on a parlé beaucoup de choses invisibles, hein, les personnes polyhandicapées, elles ne sont pas suffisamment visibles. Ce film montre vraiment à la fois rend visible les personnes polyhandicapées et rend visible l'accompagnement au quotidien. Et ce que font donc les professionnels, c'est un très très beau film, absolument remarquable, et qui ensuite peut être tout à fait utilisé pour parler du polyhandicap. Et ça fait des débats très riches, en tous les cas, nous, ce qu'on a vécu, quelque chose de tout à fait fort autour de ce film. Donc, si vous souhaitez le projeter, c'est très simple. Il faut trouver une salle de cinéma, toujours pas loin de chez vous. Et donc, ensuite, on vous mettra en rapport avec le réalisateur et le producteur du film qui prendra contact avec la salle de cinéma. Et c'est une projection tout à fait publique. Là, c'est vraiment pas pour seulement les professionnels, c'est vraiment pour tout le monde. Et c'est vraiment une action d'inclusion, pour le coup, tout à fait remarquable. Je voudrais ajouter aussi quelque chose. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous faites au CESAP, mais j'ai participé en tant que formatrice à un certain nombre de formations dans des établissements. Certains établissements ont mis en place, soit par l'organisme de formation, soit par moi en tant que formatrice, un accompagnement des cadres pendant la durée d'une formation intra-établissement qui se prolonge sur 2 ou 3 ans parce qu'il y a différentes sessions qui sont reprises pour que tout le monde puisse y participer, etc. Et je trouve que c'est aussi un moyen d'accompagner. Alors, c'est pas une supervision, hein, je suis bien d'accord, mais c'est quand même un moyen d'accompagner le changement qui est induit par l'intervention des formateurs multiples dans le même établissement et qui provoque des questions des personnels, des demandes aussi à la direction, etc. Et je trouve que c'est intéressant de coupler les formations avec cet accompagnement des cadres, accompagnement au changement, parce que quand on commence à faire vraiment de la formation continue dans un établissement, ça provoque inévitablement des changements et des demandes de la part du personnel, et c'est très bien, c'est très porteur. Je vous suis tout à fait. Et on voit que la formation, quand je vous parlais des retours de bilan, hein, de professionnels qui disent « j'aurais bien aimé que mon directeur, mon cadre, mon chef de service entendent ce qui a été dit là parce que je ne suis pas sûre de pouvoir le restituer comme il faut ». Oui, c'est extrêmement important qu'on fasse de la synergie en fait et de la culture commune. Et c'est vrai qu'autrement la formation peut rester lettre morte en fait. Après, ça se fait dans les établissements qui ont une réelle dynamique de formation en fait. Hein. C'est une réelle volonté d'avoir d'abord un plan de formation pensé. Et après, tout ce qui est retour des professionnels sur ce qui leur paraît intéressant à mettre en place, parce que finalement, c'est souvent eux qui sont en capacité de dire ce qu'on a appris là dans cette formation, c'est important, intéressant, et on va pouvoir le mettre en place dans l'établissement. Et du coup, si c'est pas porté par l'encadrement, ça reste lettre morte. Enfin, pas toujours, hein, mais faut alimenter forcément. Hein, c'est un éternel recommencement. Et puis surtout, je pense aussi avec le turnover, qui fait qu'on voit aussi des équipes qui forment et puis qui reviennent sur les mêmes formations. Je pense à la stimulation basale, par exemple, où on a pour avoir toujours un vrai travail commun, il faut reformer régulièrement pour acculturer les nouveaux professionnels. Bien. Il nous reste du travail. Merci beaucoup pour ces
ces présentations cet après-midi très, 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 très riches.